Bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, nous allons parler de la population du monde. Alors, en introduction, je vous ai mis un petit graphique pour amorcer le sujet. C'est les projections de population en 2050 selon différents scénarios. En effet, quand on fait des études de la population, il y a plusieurs types de scénarios. Soit la fécondité reste constante, c'est-à-dire les chiffres ne bougent pas, les gens continuent à faire autant de bébés que maintenant. Donc ça donne un chiffre proche des 10 milliards. Soit ça augmente. Alors là, on dépasse les 10 milliards, on atteint quasiment les 12 milliards d'êtres humains. 2050, c'est dans 25 ans à peu près. Soit ça reste moyen, c'est-à-dire ça augmente pas, ça diminue pas, ça bouge, mais voilà, ça reste moyen, quoi. Il n'y a pas, voilà, c'est une petite diminution, c'est léger, mais voilà. C'est-à-dire que quand on dit que la fécondité reste constante, c'est-à-dire que si elle augmente d'1 point tous les ans, on se dit que dans 2050, dans 25 ans, elle aura augmenté de 25 points. Là, on va dire que les chiffres ne bougent pas. Et enfin, le dernier scénario, celui où ça reste bas. C'est-à-dire que les gens arrêtent de faire des bébés pour n'importe quelle raison. Ça pourrait être une guerre, ça pourrait être une épidémie, ça pourrait être une évolution des mentalités, des progrès de la médecine, une évolution des rapports sociaux, de pas mal de choses. Donc voilà. Niveau carte, je vous ai mis une petite carte des densités quand même qui vous permet de voir quand même que les principaux bassins de civilisation, les principaux foyers de peuplement comme l'Asie ou l'Europe, qui sont des foyers assez anciens. Quand je dis bassin de civilisation, parce que c'est des grandes civilisations qui ont pris place à ces endroits-là et qui ont formé des États assez tôt dans l'histoire. Et donc, comme il y a eu une certaine continuité de l'État, la population s'est installée et est restée pour longtemps. Donc, niveau frise, alors j'ai été chercher quelques chiffres très difficiles à obtenir de la population mondiale. En effet, je vous dis que ce sont des chiffres très difficiles parce qu'il faudra attendre la fin du 19e siècle pour avoir des chiffres de recensement fiables en Europe et la fin du 20e siècle pour avoir des chiffres fiables en Afrique. Et encore, actuellement en Chine, je suis pas sûr que dans les campagnes, tout le monde soit bien déclaré. Donc, pour avoir des chiffres exacts, pile poil précis, au poil de cul près, c'est mort. Donc, il y a 5000 ans, en plein milieu de l'Antiquité, il y avait 5 à 20 millions d'habitants dans le monde. Oui, 20 millions, à peu près la population de Tokyo. Voilà, c'est-à-dire que la population mondiale rentrait dans le Tokyo actuel. En l'an 400, en plein empire romain, c'est entre 190 et 200 millions selon les estimations. Il y a toujours l'estimation basse et l'estimation haute. On regroupe les chiffres par rapport à des recherches historiques de plusieurs chercheurs et on mixe. En 1500, la découverte du Nouveau Monde, c'est entre 425 et 540 millions d'habitants. En 1800, on passe la barre du milliard. On est en 1800, la révolution industrielle va commencer, on va commencer à mourir un petit peu moins jeune et on avance. 2 milliards en 1930, 3 milliards en 1960, c'est-à-dire on a pris 1 milliard en 30 ans. Et en 30 ans, je tiens à vous rappeler qu'entre-temps, il y a eu une guerre mondiale, et ça a déniapé la Seconde Guerre mondiale. En 1964, en 15 ans, nous avons encore pris 1 milliard. C'est l'époque des indépendances, les Afriques vont commencer à faire exploser leur démographie, alors que ça a toujours été des bassins de basse pression. On atteint les 5 milliards 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, en l'an 2000, nous sommes 6 milliards, en 2015, nous sommes 7 milliards, la population, la natalité commence un petit peu à baisser à cause des progrès, la transition démographique et de la contraception. Un foyer de peuplement est un espace de population qui est très nombreuse depuis plusieurs siècles. Un foyer de peuplement, ça se constitue sur des siècles et des siècles. Un désert est un espace inhabité ou très peu peuplé. L'accroissement naturel, c'est le nombre de naissances moins le nombre de décès. Comme ça permet d'avoir un chiffre. On a ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, ça fait combien en plus? La natalité, c'est le nombre de naissances. La mortalité, le nombre de décès. Le contrôle des naissances, c'est l'ensemble des moyens utilisés pour réduire le nombre d'enfants. Et c'est souvent décidé par les gouvernements. Quel est notre plan? Déjà, on va voir grand 1, la population. La densité, l'inégale répartition de la population mondiale, l'évolution de la population, la croissance de la population, recensement et transition démographique dans le pays. Après, nous allons parler d'ethnie, de langue et de religion. La densité sert à mesurer l'importance de l'occupation humaine d'un territoire et de tailles différentes.
une région, un état, un continent. C'est-à-dire que la densité, on peut l'appliquer à tout espace géographique. Calculer la densité, c'est la densité de population et le nombre d'habitants divisé par la superficie. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 15 personnes qui vivent sur 1 km², bah, tu fais ta division. Elle s'exprime en habitants par km². Elle est calculée en faisant une division. Donc, je vais prendre les exemples du Togo et de l'Afrique. Pourquoi le Togo? Parce que je vis au Togo au moment où je fais cette vidéo et je compte y rester encore plusieurs années. Alors en Afrique, on a 42,51 habitants km². Il ne faut pas oublier plusieurs points. Premièrement, que l'Afrique est un continent gigantesque et que deuxièmement, il y a des espaces où il n'y a personne. Hashtag le Sahara. Nous avons le Togo, 129 habitants au km². Nous n'oublions pas que le Togo, c'est quasiment 8 millions d'habitants sur 56 000 km². Donc voilà, vous faites à peu près votre division, vous retrouvez votre compte. L'inégale répartition de la population mondiale. Les grands foyers de peuplement, espaces où la population est très nombreuse depuis plusieurs siècles, un habitant sur deux vit dans un des 3 grands foyers de peuplement qui est l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud et l'Europe. Le foyer de l'Asie orientale est principalement constitué de la Chine, pays le plus peuplé du monde, un habitant sur 5 est chinois. Le foyer de l'Asie du Sud, c'est l'Inde, 2e pays le plus peuplé du monde. Dans tous les grands foyers, le peuplement est très ancien. Il y a 2000 ans, ces foyers étaient déjà très peuplés. Les déserts, espaces inhabités, très peu peuplés, de vastes parties du monde sont très peu habitées. Régions polaires, intérieur du continent asiatique, Sahara, intérieur de l'Australie, Amazonie, sud de l'Amérique du Sud. Les grandes montagnes sont généralement très peu habitées, en dehors de quelques vallées. Le continent antarctique est complètement inhabité. Dans toutes ces régions du monde, les hommes sont très peu nombreux parce qu'ils subissent les contraintes plus ou moins fortes. Le froid dans le pôle. Dans les hautes montagnes, la pente et le froid rendent la vie difficile. Au Sahara, en Australie, c'est le manque d'eau et aussi les bestioles qu'on peut y rencontrer. En Amazonie, c'est la forêt dense. Alors, la forêt dense, pourquoi? C'est chaud, c'est humide et il y a des bestioles qui peuvent te waka la gueule assez facilement. L'évolution de la population. L'évolution de la population d'une région donnée résulte de la différence entre, d'une part, le nombre de naissances et le nombre de décès, et d'autre part, entre le nombre des entrées et celui des sorties. L'accroissement naturel égale le nombre de naissances moins le nombre de décès. Le solde migratoire aussi égale le nombre d'arrivées d'immigrants moins le nombre de sorties des migrants. L'accroissement démographique, ce qui est égal à accroissement naturel plus ou moins le solde migratoire, la démographie, l'étude statistique des populations. L'adjectif démographique désigne ce qui concerne la population. Le taux de natalité aussi, c'est le nombre de naissances pour une population donnée, en général pour 1000 habitants. On y arrive en pratiquant une règle de 3, nombre de naissances fois multiplié par 1000 habitants divisé par le nombre d'habitants du pays. Bon, je sais, là c'est un peu théorique, donc je vais vous donner quelques chiffres pour le Togo. Alors, la croissance démographique est de 2,42% par an. Ça veut dire que la population augmente de 2,42% par an. Sur 10 ans, ça fait 20%. Est-ce que le pays arrivera à augmenter ses richesses de 20% en 10 ans? La réponse est non! Bref, l'espérance de vie est de 60,80 ans en 2018. Le taux de natalité de 33,30% en 2017. L'indice de fécondité est de 4,38 enfants par femme en 2017. En Europe, il est proche du 1. C'est là où on comprend les différences et les modifications dans la composition de la population de certains pays. Le taux de mortalité est de 6,90 et le taux de mortalité est encore de 43%, mais le Togo reste le 18e pays le plus pauvre au monde. La croissance de la population. La population mondiale augmente rapidement. Il y a des endroits où ça pousse comme des dingues. En Afrique, en Asie. C'est rapide, la population est jeune, il y a une forte natalité, une mortalité qui se casse la figure. Beaucoup de femmes ne limitent pas leur naissance, soit parce que les enfants travaillent avec elles, donc ils peuvent rapporter de l'argent. Dans d'autres, il n'y a pas d'accès à la contraception, il y a aussi le poids des traditions, le poids de la formation. Certaines femmes ne sont pas formées aux pratiques pour limiter les naissances. En Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord ou au Japon, c'est des pays riches. Là, la croissance se casse la figure, la natalité dépasse de peu la mortalité. Il y a même davantage de décès que de naissances à certains endroits. Les femmes travaillent à l'extérieur, prennent la pilule, font des études. Donc, quand tu finis tes études, tu fais un master, tu sors d'études à 28 ans, t'es ménopausé à 43 ans, t'as 15 ans pour avoir des enfants. Et dès que tu sors de master, le temps que tu trouves un boulot et tout ça, tu réduis ta possibilité de tomber enceinte à 10 ans. Alors que dans les pays du Sud où tu finis tes études à 16 ans, tu trouves un travail, tu peux tomber enceinte à 18. Voilà quoi. Il y a aussi l'âge. C'est ça le truc qu'on oublie dans le contrôle des naissances, et pas que la pilule.
Il y a aussi les études et l'âge à laquelle tu peux te poser et te dire, bon, bah maintenant, c'est le moment où je peux avoir des enfants. Si tu te dis, bon, c'est le moment où je peux avoir des enfants, et entre ce temps-là où tu te dis, c'est bon, et le temps où tu es ménopausé, tu as 10 ans ou tu as 15 ans, ça fait déjà pas le même résultat au nombre d'enfants. Enfin, je vous ai introduit un graphique très intéressant pour vous montrer l'évolution de la population au Togo. Vous voyez un petit peu comment ça a augmenté à partir des années 70-80. C'est énorme. Recensement et transition démographique dans le pays. On calcule la population par le recensement. Le recensement est une opération de statistique de dénombrement de la population. Mais là aussi, vous devez vous dire, c'est chaud. Pourquoi je vous dis que c'est chaud? Parce que déjà, il a fallu beaucoup d'années pour que ce soit fiable. Des fois, ce n'est pas fiable. Il y a des différences de calcul entre les pays. Des fois, dans certains pays, c'est pris des laps de temps différents. Donc, c'est très, très difficile d'avoir des statistiques fiables à l'échelle mondiale. Et c'est très difficile d'avoir des statistiques justes et à jour, parce que ça met du temps. Tu fais ton recensement dans l'année A, tu peux avoir tes résultats dans l'année B ou C. Et entre-temps, il y a eu des naissances, des morts, et il peut y avoir eu des évolutions. Vous imaginez les mecs qui ont fait leur recensement en 2019, que coronavirus a littéralement décimé leur population, leur chiffre de recensement de 2019, il vaudra peanuts. Voilà. Donc c'est ça un petit peu la difficulté du recensement. La transition démographique, c'est le fait de passer d'une natalité forte, mortalité forte, à une natalité faible, mortalité faible. Voilà. Et il y a une phase de transition où la mortalité est faible, mais la natalité est forte. Et c'est là où la population augmente vraiment. Après, quand tout est faible, ça augmente, mais de manière raisonnable. La pyramide des âges. Alors, j'ai pris celle du Togo parce qu'elle est belle, elle ressemble vraiment à une pyramide. C'est un mode de représentation graphique de la structure, en sexe et en âge, d'une population qui constitue une image synthétique du passé, du présent et du futur de celle-ci. Alors, au Togo, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de naissances. Vous voyez que là, la base, elle est bien large, bien vénère. Et progressivement, plus on monte dans l'âge, plus ça se réduit. Autant vous dire que les vieux Togolais là, qui ont connu la décolonisation, il n'y en a plus beaucoup. Mais des jeunes Togolais qui ont connu les années 2000, c'est open puff, comme on dit. Donc voilà, c'est très intéressant de voir cette pyramide des âges et de l'étudier. Ça permet de voir. Par exemple, si tu regardes la pyramide des âges de la France en 1950, tu vois qu'il y a des trous entre 1914 et 1918, comme par hasard. Eh oui, voilà, c'est ça. La pyramide des âges, c'est un magnifique outil de compréhension et d'étude de la population. Ethnie, langue et religion. Alors, une ethnie ou un groupe ethnique est une population humaine qui considère avoir en commun une ascendance, une histoire, une culture, une langue, un dialecte, un mode de vie, bien souvent plusieurs de ces éléments à la fois. Alors, l'élément ethnique est très oublié en Europe parce qu'on est dans un universalisme droit de l'homiste qui fait que tout le monde est pareil. Voilà, on considère l'humain dans son universalité. Pour éviter les questions de racisme, de dire il y a des races et tout. Alors que l'ethnie est un magnifique outil parce qu'elle montre les différences culturelles. Le problème, c'est que par de l'antiracisme, on invisibilise les différences entre les êtres humains. Et donc, on les traite tous pareil. Ce qui donne une incompréhension et des mauvais traitements. Voilà. Alors, là, je vais reprendre une nomenclature. Alors, peut-être que les termes vont sembler un peu datés, mais j'ai fait avec le matériel que j'avais. Les australoïdes, qui désignent l'ensemble de populations humaines dispersées et diverses en Asie et en Océanie. Ils ont un mode de vie souvent ancestral, une couleur de peau sombre. Ils ont une caractéristique morphologique qui les distingue nettement des populations alentours. Il s'agit de populations très variées. C'est ce qu'on appellerait les aborigènes. Les capoïdes, le groupe le plus répandu sur Terre, Asie, Océanie et Amérique. Ils sont relativement liés et proches du groupe caucasoïde. Caucasoïde, oui. Pas facile à dire celui-là. Les Caucasiens, c'est un terme anthropologique qui désigne un groupe humain qui englobe en général les phénotypes physiques des populations d'Europe, de Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, de la Corne de l'Afrique, d'Asie centrale et d'Asie sud-est. Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui différencient un Algérien d'un Français, on est de la même ethnie, on est des Caucasiens. Des Mongoloïdes. Alors, selon les critères courants, les individus de ces populations ont une couleur de peau plus claire ou comparable à des individus de couleur blanche avec une nuance de jaune. Ils sont cuivrés. Les cheveux sont noirs et c'est des asiatiques quoi, c'est des yeux bridés, c'est des jaunes. Voilà. Mais c'est très difficile d'en parler aujourd'hui parce que t'as tellement peur de te faire accuser de racisme alors que c'est juste de l'anthropologie quoi. Le mec de Pékin et moi, on n'a pas la même tête. Et là, on va passer à la dernière mode, le négroïde. Alors le négroïde, là, ce mot-là, il doit même plus exister dans la nomenclature. J'ai trouvé ça dans un vieux livre, mais bon, c'était le seul moyen
de pouvoir remplir ça. C'est des populations africaines avec une peau assez foncée. Ils ont des traits différents au niveau du nez, au niveau des yeux, au niveau du front. Mais je tiens à rappeler que ce sont des différences physiques. Dans tous les cas, ça reste des humains dotés de droits. Hein. Ne m'accusez pas de racisme. Là, moi, je montre simplement les différences des populations présentes sur Terre. Hein. L'être humain est un et unique, mais son visage, son corps est différent parce qu'il s'adapte à ces lieux. Hein. La personne africaine, elle a la peau noire, peut-être parce qu'il y a le soleil qui nous crame la gueule ici en Afrique. Voilà, hein, c'est pas du racisme, hein, c'est de l'anthropologie. Les langues. On appelle langue le système qui permet à plusieurs personnes de communiquer entre elles. La langue est pour cela un ensemble de signes vocaux, la voix, les graphiques, les gestes, aussi la gestuelle. Il y a 19 familles de langues dans le monde au total. Les plus connues, les plus répandues sont les langues indo-européennes, africaines, en 3 familles. Les langues chinoises, dont le mandarin, qui est la langue la plus parlée, l'amérindien et l'esquimaude. Voilà. Et là, vous avez une petite carte concernant les langues. Hein. Voilà, c'est 19 familles, l'indo-européen, il y a les langues latines, les langues germaniques, ça c'est des sous-groupes. Et encore en dessous, dans les langues latines, tu as le français, tu as l'espagnol, les langues germaniques ou anglo-saxonnes, tu as les langues, l'allemand ou l'anglais. La religion. Une religion est un ensemble de croyances, de pratiques et de rites communs à un grand nombre d'êtres humains qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré et sa compréhension du monde. Et la religion est très importante parce que l'homme n'a cessé de croire. Dès que l'homme a été homme, il a fait des croyances. Dieu, il a toujours eu une explication divine de ce qu'il ne pouvait pas expliquer. Ça a toujours été très important dans sa structure. L'histoire des mentalités l'a très bien démontré. Alors, en conclusion de tout cela, si le monde était une table de 20 personnes, la table concernant les gens selon leur sexe, hein, ça aurait été autant de garçons que de filles. Au niveau de l'âge, on a les moins de 34 ans qui sont plus nombreux, les plus de 55 ans qui sont minoritaires. Le logement décent, c'est en vert, hein, c'est-à-dire que la majorité vit dans des logements pas décents. Hein, il y a un énorme problème d'accès à l'électricité et à l'eau. Au niveau des localisations, en jaune, c'est les Asiatiques, en noir, c'est les Africains, en blanc, c'est les Européens, en orange, je crois que c'est les Américains, oui, et en rose, l'Océanie. Vous voyez que si on faisait une table de 20 personnes pour représenter la population mondiale, les Asiatiques arriveraient en force. Enfin, pour les religions, en vert, l'islam, en blanc, le catholicisme, en noir, les athées et les religions asiatiques en jaune. Vous voyez un petit peu là, par cette représentation par table, on voit à peu près les principales répartitions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ce ne serait pas de refus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao!